Alors, qu'est-ce que c'est la phylogénie? Aujourd'hui, il y en a partout, dans les études scientifiques, lors de conférences en paléontologie, sur YouTube, on en parle dans les magazines spécialisés, on en trouve même jusque sur Facebook et Twitter maintenant. Mais c'est quoi la phylogénie? Vous l'a-t-on seulement expliqué? Bon, honnêtement, je vais faire simple. Comme le disait Sylvain Bernard en 2018, en sciences de classification des êtres vivants, aussi appelée systématique, une phylogénie, c'est un arbre généalogique du vivant. Comme sur l'arbre généalogique de votre famille, on peut savoir qui descend de qui. Sur un arbre phylogénétique, on peut déterminer qui est le plus proche de qui. Oui, retenez bien ça. Parce que comme on ne retrouvera jamais les fossiles de tous les organismes ayant vécu sur Terre avant nous, on ne peut quasiment jamais déterminer qui sont les ascendants et descendants directs d'une espèce par exemple. Donc on tente de déterminer par un ensemble de caractères rassemblés dans une matrice à l'intérieur d'algorithmes, de comprendre qui se rapproche le plus de qui. C'est comme ça qu'on a su que les cétacés étaient proches des hippopotames, que les carnivora, donc les féliformes et les caniformes, étaient proches des Pholidota, le groupe des pangolins, ou encore que les crocodiles étaient de proches cousins des oiseaux. Autre chose aussi, l'essentiel des espèces ne sont pas juste une espèce qui se transforme en une autre, ça arrive. Mais le plus souvent, c'est une cladogénèse avec l'espèce parent toujours vivante et celle dérivée de la première qui coexiste. C'est pourquoi dire l'homme descend du singe, c'est faux. Nous ne descendons pas de machin ou truc, mais nous partageons un ancêtre commun avec. A savoir que les analyses phylogénétiques remplacent la classification classique proposée par Linné en 1735 qui classait les êtres vivants en fonction de leurs ressemblances les plus visibles entre elles. La phylogénie est une méthode de classification qui nous fait remonter loin dans l'histoire des sciences avec des précurseurs tels que William of Ockham au XIVe siècle ou encore Thomas Bayes en 1763. Mais le premier arbre dit phylogénétique est issu d'une tentative de l'allemand Ernst Haeckel en 1866. Très vite, au cours du XXe siècle, la méthode s'est largement enrichie, améliorée, complexifiée. La page Wikipédia anglaise Phylogenetics retrace plutôt bien cette longue histoire de la phylogénie. Quand on parle des relations entre les êtres vivants et disparus, on parle de relations phylogénétiques ou phylétiques. Mais on parlera plus souvent de relations phylogénétiques quand même. Le suffixe phylétique se trouve dans les termes paraphylétique et monophylétique. Définissons rapidement ces termes. Un groupe est dit paraphylétique quand il ne rassemble pas tous les descendants d'une espèce située à la base de ce groupe. Un groupe est dit monophylétique quand il rassemble tous les descendants d'une espèce située à la base de ce groupe. La phylogénie est représentée par ce que l'on appelle un arbre constitué de branches et de nœuds. À chaque nœud correspondra la position d'un ancêtre commun hypothétique entre les familles ou espèces qui y sont représentées. On parlera alors de taxon pour parler de chaque regroupement, que ce soit l'espèce, la famille, l'ordre, le superordre, etc., etc. On va distinguer la cladistique et la phénétique. En cladistique, basée par Willy Hennig, on va chercher les caractères homologues entre les êtres que l'on va comparer entre eux. L'homologie va désigner des caractères qui sont issus d'un ancêtre commun. On va distinguer homologie apomorphique, qui est partagée par deux ou plusieurs taxons frères qui formeront un groupe monophylétique ou clade. Attention, tous les descendants ne conservent pas forcément ce caractère. On pourra citer les serpents qui sont des tétrapodes ayant perdu leurs pattes au cours de l'évolution. On parlera aussi d'homologie synapomorphique qui relève d'un caractère dérivé. On prendra pour exemple les deux paires de membres des tétrapodes qui sont directement dérivés des nageoires des sarcoptérygiens. Et enfin, on parlera également d'homologie symplésiomorphique, lorsqu'un caractère hérité d'un ancêtre commun sur plusieurs lignées a pu prendre des formes différentes au fil de l'évolution, comme les membres antérieurs qui sont devenus des bras chez les hominidés par exemple, des nageoires chez les cétacés ou encore des ailes chez les oiseaux. Attention, les chauves-souris aussi possèdent des ailes, mais on considérera que les membres antérieurs des oiseaux et des chauves-souris sont homologues car hérités d'un ancêtre commun, mais le caractère L étant apparu indépendamment dans une lignée et l'autre est dû à ce qu'on appelle la convergence évolutive. On dira que ce caractère est analogue, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo.
On finit donc par obtenir un arbre que l'on nomme cladogramme, où chaque nœud représente un ancêtre commun et où les synapomorphies sont représentées sur les branches que l'on appelle clades. On établit donc des liens de parenté basés sur l'homologie des caractères, ce qui morphologiquement est pratique pour classer des animaux dont on n'a que les os par exemple, comme les dinosaures non aviens. En phénétique, on va étudier les choses au niveau de l'ADN, l'ARN ou les protéines des êtres vivants et comparer la distance génétique entre les taxons en comparant leurs caractères au niveau des nucléotides ou acides aminés. La représentation de l'arbre obtenu est appelée dendrogramme et les branches y ont une longueur qui dépend de la distance génétique établie entre les taxons. On a ainsi une représentation d'un probable degré de parenté d'un taxon qu'on étudie à la base et qu'on compare à d'autres, ainsi que le probable temps écoulé depuis chaque divergence, aussi appelée spéciation. Ainsi, les deux méthodes utilisées conjointement ont permis de mettre en lumière des regroupements artificiels de taxons provenant de la classification classique, comme les poissons, que l'on va nommer vertébrés non tétrapodes, parce qu'on s'est rendu compte que ce genre était paraphylétique. C'est le cas aussi des batraciens par exemple, ou encore des reptiles, si l'on y exclut les oiseaux. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses pendant cette vidéo. Je tiens à remercier Benjamin, Maxime et Guillaume pour leur lecture du script. Si vous avez des remarques à faire ou des questions, l'espace commentaire est là. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord et Facebook. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous, c'est important. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo d'Utile les termes. Ciao!